Terre-de-France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec aujourd'hui Frédéric Ploquin qui vient nous voir, journaliste d'investigation et auteur de ce nouveau livre Les réseaux secrets de la police, loge d'influence et corruption. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour à vous. Alors, Frédéric Ploquin, première question shakespearienne, ce n'est pas to be or not to be, mais vous finissez votre livre en disant dans la postface, n'oubliez pas que les policiers sont gardiens de la paix et qu'ils doivent s'en souvenir. Mais est-ce qu'ils ne sont pas d'abord force de l'ordre? Parce qu'ils ont été force de l'ordre et c'est intéressant, sémantiquement, de voir maintenant on les appelle gardiens de la paix. En fait, est-ce que l'ordre ne vient pas avant la paix? Et peut-être le conditionne. En réalité, le gardien de la paix, c'est un mot très très ancien, encore plus ancien, je pense, que force de l'ordre. Ouais. C'est ce qu'ils ont été au départ. On les appelait comme ça, et je trouve que c'est un très beau nom. Ça sonne bien, gardien de la paix, c'est magnifique. Oui, gardien de la paix. Beau. Quand on garde la paix, je veux dire, on peut faire face à des armes, on peut faire face à des gens qui veulent briser la paix, on peut faire face à des coups de canon. Gardien de la paix, ça veut pas dire bisounours dans son coin. Oui, ça veut pas dire bisounours. Non, ça veut pas dire qu'on est désarmé. C'est pas parce qu'on garde la paix qu'on est désarmé. Quand on veut maintenir la paix quelque part, il vaut d'ailleurs mieux être assez dissuasif et assez armé, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Qui veut la paix prépare la guerre. Absolument. Sinon, la dissuasion, c'est ça. En gros, l'idéal, ce serait que les policiers soient suffisamment dissuasifs pour que les délinquants ne passent pas à l'acte. Bon, on n'en est pas là. Bon, voilà, la nature humaine fait que les délinquants, il y en a et qui ne se laissent pas impressionner. Tous les délinquants ne se laissent pas impressionner par les gardiens de la paix, qu'ils soient armés ou non. On le constate, c'est clair. Absolument. Frédéric Ploquin, alors c'est intéressant. Votre livre est très intéressant parce que, en fait, c'est un livre d'historien, je dirais. Autant que journaliste d'investigation, ça fait 40 ans que vous suivez la police, ses institutions, ses hiérarchies, ses affaires, etc. Et vous en parlez. Et c'est très intéressant parce que on va d'ailleurs inventorier un certain nombre de gens que les gens connaissent de nom, en tout cas parce qu'ils ont apparu, mais vous en parlez et vous montrez un peu. Alors vous allez, je dirais comme ça, vous allez des mousquetaires de la firme, on va en parler de la firme Sarkozy notamment, à la Sex Connection, en passant par les Barouin, les Bauer, les Juillet, les Pasqua, bien sûr, les Guéant, etc., les Valls, et puis autres. Mais il y a quand même deux lignes rouges, je veux dire, qui apparaissent, deux lignes. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est intéressant. Et vous dites que justement, c'est pas du tout complotiste, loin de là. Les réseaux secrets de la police, et je rappelle que le sous-titre, c'est loge, influence et corruption. Alors parlons un peu, qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est depuis toujours, qu'il y a des liens aussi forts à droite, à gauche et ailleurs entre la police et la franc-maçonnerie? Bon, déjà vous dire que effectivement ce livre c'est le fruit, comme vous l'avez dit, de 40 ans d'enquête. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que pour la presse, je suis l'actualité de la place Beauvau, que donc j'ai eu l'occasion d'approcher tous les ministres de l'Intérieur, depuis Gaston Defferre jusqu'à Gérald Darmanin, en passant par Charles Pasqua, Manuel Valls. Vous les avez tous connus. Je les ai tous connus, tous approchés, tous fréquentés. Et c'est vrai que ça fait 40 ans que je prends des notes. J'ai déjà publié un certain nombre de livres notamment sur la police judiciaire. Mais ce livre-là, sur la véritable histoire des réseaux de la place Beauvau, n'avait jamais été fait. Et donc je me suis dit, je peux le faire, j'ai suffisamment d'éléments, j'ai suffisamment d'interlocuteurs qui me confirment les choses pour parler pour parler de choses sûres et certaines et vérifiées. Et à partir de là, quand on aborde sous cet angle-là un portrait de la place Beauvau, on a affaire, c'est un véritable polar en réalité, parce qu'il y a des luttes d'influence, parce qu'il y a des guerres pour les médailles, pour les promotions en permanence, et j'ai voulu raconter ce polar de la place Beauvau, la face cachée. C'est un système très organisé, très... Absolument. En fait, les policiers, ça dépend de quel point de vue on place. Si on se place du point de vue des ministres et des politiques, les ministres, ils arrivent, quand la gauche arrive au pouvoir, je démarre le livre avec ça, en 1981, avec François Mitterrand, il y a une énorme méfiance de la police, ils n'ont pas de contact dans la police, ils savent pas sur qui s'appuyer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils ont pratiquement aucun contact dans la police. C'est plus que ça, c'est que François Mitterrand, ça fait 30 ans qu'il est, ou 40 ans qu'il est dans l'opposition et qu'il se méfie de la police plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, il va confier sa protection rapprochée à des gendarmes, tellement il se méfie de la police à l'époque, François Mitterrand. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que son ministre de l'Intérieur, le premier, Gaston Defferre, puis ensuite Pierre Joxe, il va falloir qu'il crée
qui se crée, parce que pour gérer la place Beauvau, il faut avoir des réseaux. Il faut avoir des cadres qui vous sont fidèles d'une certaine manière, parce que sinon vous êtes coupé de tout, vous n'avez aucune information et toutes les décisions vont être que vous allez prendre ne seront pas nécessairement appliquées. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur une équipe solide. Bien sûr. Donc le premier réflexe de la gauche à l'époque, ça va être d'aller chercher des cadres du côté du Grand Orient de France. Donc il y a 2 grandes loges maçonniques, en gros, faut expliquer. Grande loge nationale de France, GNLF. GNLF d'un côté qui est plutôt conservatrice et qui rassemble plutôt un peu l'élite, on va dire, des cadres. Et puis de l'autre côté, le Grand Orient de France, qui lui est plutôt progressiste et qui rassemble tous ceux qui sont attachés à l'idée de république. Non, alors etc. justement, et là vous répondrez à ma question. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi tout de suite les loges? Est-ce que les loges sont organisées de manière à ce qu'on dit, là, on aura un vivier de gens fidèles? C'est intéressant. Pourquoi la franc-maçonnerie? Mais c'est exactement. Disons que la franc-maçonnerie, quand vous êtes vous-même, vous connaissez la franc-maçonnerie, quand vous êtes ministre, comme Manuel Valls par exemple, à un moment donné, et que vous cherchez des cadres fidèles, c'est vrai que c'est le réflexe naturel, parce qu'il y a une fraternité en franc-maçonnerie. Vous savez, il s'appelle frère, on s'appelle frère entre soi. Donc à partir du moment où vous avez des liens de fraternité qui s'établissent, vous pouvez avoir des liens de confiance derrière. Et puis vous avez aussi des certitudes sur les engagements idéologiques, le fait que ces individus que vous allez recruter soient un peu structurés idéologiquement, qu'il y ait des notions d'histoire. Parce qu'en réalité, les policiers qui rentrent en franc-maçonnerie, si on parle d'abord des bons côtés, des bons effets des choses, c'est qu'ils se cultivent, c'est que eux-mêmes, le policier, vous savez, le policier, il est très isolé socialement. C'est-à-dire que encore plus aujourd'hui qu'il y a 40-50 ans, quand vous êtes flic, c'est compliqué. Parce que vous êtes en but à tout un tas d'ennemis, vous êtes détesté par plein de gens. Évidemment, il y a une majorité silencieuse en France qui a confiance dans sa police. Ça ressort de tous les sondages. Mais à côté de ça, vous avez quand même certains groupuscules alors vous avez les terroristes qui veulent tuer des policiers parce qu'ils incarnent la République. Vous avez ceux qui, à l'extrême gauche, professent la détestation de la police. Et puis vous avez les criminels, pour qui les policiers sont tout simplement des empêcheurs de tourner en rond. Donc à partir de là, et surtout depuis d'ailleurs la vague terroriste de 2015, le policier, socialement, il peut pas se confier à n'importe qui. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, quand il rentre dans son HLM, parce que les policiers, ils habitent pas forcément dans les quartiers chics, ce sont des gens du peuple comme tout le monde. Vous savez qu'il y a des enfants de policiers aussi qui ne disent pas qu'ils sont fils de policiers ou filles de policiers. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que vous rentrez chez vous, vous évitez de dire aux voisins que vous êtes flic, vous dites à vos enfants de ne pas trop dire le métier du papa ou de la maman quand ils vont à l'école. Donc à partir de là, vous sentez bien qu'il y a un isolement et que moi j'analyse d'abord ça comme ça. Les loges franc-maçonnes permettent justement de se sociabiliser et de se retrouver avec des gens de confiance à qui on peut dire moi je suis policier. Et juste, pardon, Frédéric Bloquin, cette relation quand même presque fraternelle, on peut le dire en tout cas, entre la police et la franc-maçonnerie date d'il y a longtemps. Enfin, écoutez, la franc-maçonnerie a démarré en France sous Napoléon avec les militaires, l'armée. D'accord. Et donc, c'est quelques années plus tard, si vous voulez, ces loges franc-maçonnes ont essaimé d'abord dans la gendarmerie, qui était une branche de l'armée, et ensuite dans la police. Et pourquoi est-ce que les policiers et les gendarmes sont autant attirés par la franc-maçonnerie? C'est que ce sont des univers hyper hiérarchisés. Et finalement, c'est un peu comme l'univers dans lequel ils travaillent. Donc ça, c'est un premier élément, c'est hiérarchisé. Deuxièmement, les francs-maçons vénèrent d'une certaine manière la République. Et donc, ce sont les gardiens aussi les remparts de la République, les policiers. République et laïcité. Et laïcité aussi. Ça, c'est le côté du Grand Orient. Du côté de la GNLF, c'est un peu différent. Mais il y a toujours cette idée de discipline. Donc, les policiers s'y retrouvent. Et puis, ça leur sert aussi au cadre de la police, notamment, ça leur sert de filet de sécurité. Parce que pendant longtemps, en France, on a quand même eu on va dire des cohabitations dures ou bien des changements de régime assez fracassants, avec une éviction totale, immédiate de l'intégralité des cadres de la police qui servaient le pouvoir précédent. Là, c'est pour ça que je reviens sur les années. Le système des dépouilles, on n'a pas confiance en eux, on va les remplacer par nos fidèles. Je me souviens très bien, moi, d'avoir vécu le passage entre Charles Pasqua et Pierre Joxe, et puis ensuite de nouveau à l'inverse entre Pierre Joxe et Charles Pasqua, et à chaque fois on fait le ménage. Et là vous avez des cadres qui étaient en première ligne et qui se retrouvent un peu au placard. On appelle ça on placardise les grands flics. Et là celui qui
sa carte au syndicat, sa carte dans un parti politique et un pied en franc-maçonnerie, a plus de chances de ne pas se retrouver à la rue ou du moins de ne pas séjourner trop longtemps au placard. Donc ça aide aussi dans ces moments-là difficiles. Et vous avez, ce que je raconte, ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que la franc-maçonnerie transcende les clivages politiques. C'est-à-dire que vous avez des hommes de droite qui ont aidé des hommes de gauche et vice-versa, parce que à cause, la loge et par les loges, grâce à la fraternité et aux loges. Et donc vous avez parfois des choses incompréhensibles pour le novice. Ah, tiens, lui, finalement, il se retrouve pas dans un placard si pourri, etc. Et en fait, l'explication que vous trouvez a posteriori, c'est ça, c'est que il a été sauvé par un frère qui n'était pas forcément de la même obédience que lui, mais au-dessus des grandes loges, il y a des fraternels. Donc en fait, on voit très très bien l'importance quand même de la franc-maçonnerie et des loges dans la police. Dans la police, c'est vraiment historique en réalité. Et ce qui est intéressant, alors ça c'est un des côtés, on va parler de la corruption parce qu'elle existe aussi, mais je voudrais qu'on s'attarde, parce que votre livre est très intéressant dans les portraits que vous tracez, enfin, tous ces gens, parce qu'on a connu Michel Barouin, bien sûr, grand vénérable, d'ailleurs, de la franc-maçonnerie. Je m'attarde juste un instant sur l'histoire de Michel Barouin, elle est extraordinaire. C'est pour ça que j'en ai fait un chapitre. C'est quand même au départ un policier. Ah oui, je vous arrête. On va en parler après une petite pause. Ah, si voilà. Vous voulez. Alors, on a teasé l'affaire. C'est l'histoire d'un policier à qui va arriver des choses absolument extraordinaires. C'est vrai que c'est formidable. C'est l'art du teasing. Restez bien avec nous. Sur Sud Radio, on va parler justement de cette fameuse histoire de Michel Barouin. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais alors, la police, elle est dans ce sacré état aussi. On en parle avec Frédéric Ploquin, qui est un peu le Joinville de la police. Elle est l'Ernest Lavis des forces de l'ordre ou des forces de sécurité. Les réseaux secrets de la police aux éditions du Nouveau Monde. Et effectivement, on avait commencé juste avant d'aborder Michel Barouin. Alors, racontez-nous, parce que c'est une histoire, un portrait assez étonnant. Quand on suit le parcours de Michel Barouin, il est né en 1930. Après, il va se retrouver effectivement aspiré par la guerre d'Algérie. Et il y a une grande partie des réseaux de la police qui vont naître à l'occasion de la guerre d'Algérie, où il y a cette fracture entre les OAS et les non-OAS. Lui, il va plutôt être recruté pour aller combattre l'OAS par les gaullistes. Mais la grande particularité, c'est qu'ensuite, il devient commissaire de police. Il est commissaire de police et il rentre à la DST, puis aux renseignements généraux. Donc, il rentre dans les services de renseignement. Et là, son patron ne trouve pas de meilleur job que de l'envoyer faire de l'entrisme au sein de la franc-maçonnerie. Et évidemment, il n'était pas franc-maçon. Alors au départ non. Justement, au départ, il l'est pas. On lui demande, en gros, le patron des renseignements généraux lui dit, moi, j'ai besoin d'avoir des infos sur ce qui se passe au Grand Orient de France. C'est-à-dire l'obédience plutôt progressiste, qui n'est pas celle qui est pas du côté du pouvoir, pour voir ce qui se trame et ce qu'on raconte et ce qui se dit. Lui, il prend son boulot très au sérieux, très à cœur. Il fait de l'entrisme au Grand Orient de France, mais il en fait tellement bien de l'entrisme. Donc il fait des notes, il pond des notes, il renseigne sur ce qui se passe, mais il va tellement loin qu'il finit par adhérer. Et ce que je trouve extraordinaire dans son parcours, c'est qu'il va devenir plus tard lui-même grand maître du Grand Orient de France. C'est extraordinaire. C'est un flic qui est chargé d'infiltrer une obédience, qui en devient le patron, Il va ensuite avoir une carrière époustouflante et je dirais assez extraordinaire, parce qu'il va se retrouver PDG patron de la garantie mutuelle des fonctionnaires, donc qui est une espèce d'organe qui brasse énormément d'argent, et il va en plus être impliqué, à mettre un pied dans la France-Afrique et commencer à développer ses affaires en Afrique. En Afrique, évidemment, j'en parle aussi pas mal dans le livre, parce que rien ne se trame à l'époque de la grande époque de la France-Afrique, rien ne se trame hors des loges maçonniques. Et les caciques, on va dire, de la scène politique africaine ont été invités à rejoindre notamment la GLNF. Et ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez il est difficile à l'époque de faire des affaires en Afrique noire. Donc c'est une des clés. Et il va, Michel Barouin, mourir de manière absolument, qui est le père de François Barouin d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui a failli succéder à Jacques Chirac. Et il va mourir dans des conditions pas tout à fait élucidées, puisque il est à bord d'un avion avec
avec les principaux cadres de la garantie mutuelle des fonctionnaires. On ne sait toujours pas si c'est un attentat ou pas. Et que l'avion finit par tomber. Ouais. Non, ce qu'on sait, c'est que il y avait un peu d'eau dans le réservoir d'essence. Donc voilà, on peut le doute est permis. Le doute est permis. Voilà, sur le fait que la France-Afrique à l'époque était un gâteau très convoité et qu'il est possible qu'il soit tombé sur des des ennemis. Frédéric Ploquin, qui parmi les dizaines, pour dire, que vous avez connues, enfin 40 ans, qui a marqué, je dirais, le plus, ou parmi ceux qui ont marqué le plus et qui incarnaient véritablement la fonction à Place Beauvau, Place Beauvau, le siège du ministère de l'Intérieur, je le rappelle. Les deux, on va dire, ministres qui ont le plus marqué les policiers, c'est Charles Pasqua d'un côté et Pierre Joxe de l'autre. Charles Pasqua à droite et Pierre Joxe à gauche, qui ont été... on va dire d'abord, ils sont restés très longtemps tous les deux, puisqu'ils ont tous les deux fait 2 séjours à Place Beauvau. Mais ensuite, parce que ils ont vraiment imprégné leur marque. Bon, Charles Pasqua, lui, il était... c'est quoi leur personnalité, alors Pasqua? Charles Pasqua, moi je redémarre, dans le livre, je reviens sur la question, sur l'histoire du SAC, le service d'action civique, qui avait été un service d'ordre créé pour protéger le général de Gaulle à l'époque contre les menées justement de l'OAS. Service d'ordre qui a été constitué à la fois de policiers. Je veux dire, le SAC avait en gros un correspondant dans chaque commissariat de France. Et quand un homme politique, quand un gaulliste se promenait, se déplaçait sur le territoire, il fallait assurer un peu sa sécurité, la sécurité des meetings. C'était un service d'ordre un peu parallèle qui a eu la particularité de comporter aussi bien des flics que des grands voyous de l'époque qui se baladaient avec des... Une réputation assez sulfureuse du SAC. C'était un mélange des genres. Il y avait des grands voyous parce qu'il fallait des gens costauds, des gens solides pour aller. À l'époque, les collages d'affiches dans les rues, c'était pas comme aujourd'hui. Ça se passait à coups de bâton, voire de fusil. C'était flics et voyous qui étaient à l'intérieur de la même organisation. C'est pour ça que je le rappelle parce que ça a créé. C'est un réseau très particulier. Et Charles Pasqua en a été un des fondateurs. Donc lui. Quand il arrive Place Beauvau, il a plusieurs viviers dans lesquels il puise. Il y a évidemment le SAC, puisqu'il l'a lui-même créé. Il y a également la franc-maçonnerie, puisqu'il va s'appuyer sur la GLNF, pour davantage que sur autre chose. Et puis alors, la particularité de Charles Pasqua, c'est qu'il a toujours, il y a toujours double jeu avec lui. Il y a toujours une seconde bande. Il y a aussi le milieu corse. Mais le milieu, quand je dis milieu, c'est au sens large, c'est-à-dire les policiers corses à qui il confie des missions parfois un peu parallèles. La Corse a eu un rôle très important. Pour Charles Pasqua, je veux dire, Charles Pasqua ne recevait personne à son cabinet. Moi, je m'en souviens très bien. Les syndicalistes, c'était nécessairement de la charcuterie corse qui leur était servie. Donc la corsitude était extrêmement présente au ministère de l'Intérieur. Et c'est l'un des grands réseaux de l'époque. Mais vous dites, Frédéric Ploquin, je rappelle, c'est intéressant, celui qui cochait les bonnes cases, corse, maçon, parisien et membre du RPR, a longtemps été gagnant. Voilà, à l'époque de Charles Pasqua, c'est clair que si on cochait les 4 cases, on était sûr d'avoir la bonne promotion, d'avoir le bon poste, et peut-être de se voir confier des missions pas forcément très orthodoxes, mais Charles Pasqua, avait toujours une main dans l'officieux, une main dans l'officiel, et toujours, il a toujours été amateur de diplomatie parallèle. Et après, c'est Pierre Joxe. Donc Pierre Joxe, lui, c'est autre chose. C'est le deuxième ministre de l'Intérieur nommé par François Mitterrand, qui lui va incarner une certaine rigueur, l'autorité. C'est quelqu'un d'assez, qui pratique l'autorité, et qui va notamment prendre une décision absolument inouïe dans l'histoire de la police, c'est qu'il va interdire les bars dans les commissariats. Je rappelle qu'à l'époque, les bars c'était open bar, si je veux dire. Il y avait des moments, moi j'y allais, je me souviens très bien. On était au pastis, on était au vin rouge, il y avait des bars. Il y avait dans tous les commissariats. Dans tous les commissariats et dans tous les services de police, y compris les services de police judiciaire, il y avait le bar. C'était comme ça, c'était un lieu où on se retrouvait. Et donc lui, il va faire fermer ces bars. Donc ça va effectivement déranger une génération et en même temps, ça va un peu assainir quelque part. Et ça va peut-être limiter, en tout cas, après lui, il n'y aura plus ces figures de poivreaux qu'on voyait sortir en uniforme des commissariats, comme moi j'en ai connu. Il y a plus ça. Dans chaque commissariat, il y avait un représentant du SAC et un poivreau. C'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça, l'idée. Et alors, on va après une petite interruption, nous allons parler d'autres figures comme Alain Bauer, quand même,
qu'on voit comme Alain Juillet, et surtout on va parler de ce qui est devenu aujourd'hui effectivement la police par rapport à celle que vous avez connue dans ces années 80, 90, Absolument. 2000. Et puis il faut aussi évoquer les dérives la corruption, douteuses de la franc-maçonnerie, dont j'ai décrit les bons côtés, mais on pourrait peut-être aussi parler des dérapages, de quelques dérapages. Eh bien on va en parler tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h30 sur Sud Radio, on est toujours dans ce face-à-face aujourd'hui avec Frédéric Ploquin qui vient nous voir pour son nouveau livre Les réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Alors on a parlé, Frédéric Ploquin, des bons côtés effectivement des loges et de la franc-maçonnerie. En fonction, c'est-à-dire que la police y trouvait effectivement des réseaux, en tout cas des gens assez fidèles, structurés, une idéologie, que ce soit à gauche avec le Grand Orient et à droite avec la Grande Loge nationale de France, enfin les conservateurs. Enfin, il n'y a pas que ça quand même la franc-maçonnerie. Quand même, quand on fait des réseaux, il y a les conflits d'intérêts et puis il y a la corruption. Il y a quand même tout ça. C'est pour ça que vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Absolument. Moi, je vous ai parlé jusqu'à présent des bons côtés. Ce qui hisse globalement le policier vers le haut, mais la franc-maçonnerie peut aussi faire glisser le policier vers le bas. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. À partir du moment où vous êtes dans une ville de province, pas forcément à Paris, mais mettons, allez, on va prendre la pire des situations. Vous êtes en poste sur la Côte d'Azur dans les années 90. Vous êtes franc-maçon et vous êtes flic. C'est la pire des situations, ça. Je pense. Vous êtes franc-maçon et vous êtes flic. Ouais. Et puis au sein de la loge, vous côtoyez un juge d'instruction, qui a des affaires sensibles en cours, un homme politique qui est maire d'une petite commune voisine, qui a peut-être des problèmes de corruption, des hommes d'affaires en tout genre. Et à un moment donné, soit vous êtes très solide et vous résistez et vous dites non à tout le monde, soit au gré, au fil des dîners qui suivent les réunions maçonniques qu'on appelle les agapes, ou au moins un petit coup, on se paye une bonne bouffe, etc. Au gré de ces moments de détente, vous vous assouplissez, vos défenses, votre système de défense baisse et s'affaiblit, et vous finissez par dire oui ou par dire... par répondre à quelqu'un, il n'y a pas de problème, je vais aller me renseigner, je vais regarder. Tu veux savoir ? Donnez-moi un exemple. Les exemples, c'est mécanique. Comment marche la mécanique ? Non, mais c'est simple. Je veux dire, savoir si on est sur écoute, savoir si une perquisition va avoir lieu, savoir si le dossier avance ou n'avance pas. C'est essentiel quand on est pris dans les filets de la justice et de la police. Donc vous allez avoir un coup d'avance. Ouais. Et on a vu à Marseille un certain nombre de policiers renseignés peut-être malgré eux, parce que c'était un frère qui appelait, puis le frère il avait des fréquentations un peu douteuses, et finalement les informations de la police arrivaient carrément au grand banditisme. C'est pas très bon. Alors après, dites-moi, on peut dire, il y a eu quand même des moments où des policiers rencontraient des gens du grand banditisme dans des loges. C'est pas des agapes. D'abord, oui, il y a eu des loges très poreuses comme ça où c'était pas forcément très bien protégé, mais il y a surtout des amis d'eux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez dans la loge quelqu'un qui est un brasseur, qui fournit, je dis n'importe quoi, mais en alcool tous les bars de Marseille, et que cette personne évidemment fréquente tous les jours des grands bandits, je veux dire, ça va aller très vite. Je veux dire, c'est très poreux, et quand vous êtes dans des villes comme ça où tout se sait, qui sont presque des villages, ça va trop, et vous vous laissez entraîner. Après, vous avez aussi plus classiquement dans les figures des ripoux, il y a aussi l'appât du gain. Je veux dire, c'est pas juste rendre service aux frères. Ça peut être aussi, et là, je raconte l'histoire notamment les enveloppes. Je raconte plusieurs histoires de grands flics. Par exemple, un policier qui était en poste à la brigade financière à Paris, rue du Château des Rentiers, et qui a été accusé, poursuivi, parce que, en gros, il sortait tout un tas d'éléments qu'il vendait. Des fiches de recherche, des éléments sur les fichiers. Des greffes, par exemple, des témoignages. Ou ne serait-ce que d'aller consulter les fichiers. Vous n'avez pas le droit d'aller donc aller consulter les fichiers pour dire à celui qui est à votre commanditaire, oui, ça va se passer ça, il va se passer ça, lui il est clair, lui il est pas clair. Déjà, on n'a pas le droit. Normalement, les fichiers de police sont pas accessibles aux citoyens. Donc ce policier-là, ce commissaire, lui, carrément, il facturait à la consultation des fichiers. Il gardait même beaucoup de traces papier dans son tiroir. Il a fini par tomber.
Pour moi, l'histoire la plus marquante sur laquelle je reviens dans le livre, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de l'affaire Elf. C'était la grande affaire. La fameuse Elf, c'est la France-Afrique, ça. C'est la France-Afrique, oui. C'est la fameuse affaire qui faisait trembler l'Élysée, la République, etc. Rappelons ce qu'était Elf à l'époque. Elf, c'était le groupe pétrolier français qui était implanté effectivement en Afrique. C'était le carrefour de toutes les valises occultes, du financement occulte de la classe politique française. C'était Elf. Oui, rappelons, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait des surfacturations qui retournaient dans les caisses des partis politiques. Il y avait ça, et puis il y avait aussi l'argent qui arrivait tout simplement aux blacks d'Afrique, les mallettes africaines, les fameuses mallettes. Donc c'était vraiment Et il y avait 2 juges d'instruction, dont Eva Joly, qui enquêtaient là-dessus, et ils n'arrivaient pas, personne ne parlait, etc. Puis à un moment donné, il y a une perquisition qui s'avère fructueuse. On récupère chez un des principaux, on va dire, ténors du groupe Elf, qui était corse. On récupère des documents qui sont placés sous scellé à la brigade financière à Paris. Ouais. Ces documents, évidemment, à l'époque, on fait pas de copie immédiatement, mais il y a donc un petit carton scellé comme ça qui est essentiel et qui va probablement faire basculer l'affaire Elf et permettre probablement de mettre en examen des hommes politiques et de démontrer des choses. Eh bien, ce petit carton va magiquement et miraculeusement disparaître de la brigade financière une nuit, un soir, un week-end. Alors, on a eu beau chercher, on n'a pas compris comment il y avait il n'y a pas eu d'effraction en réalité. Pourquoi ? Parce que le carton est parti de l'intérieur. Et bon, on a 99% de chances pour que ce soit la bonne hypothèse. C'est en gros un policier qui, grâce au réseau justement de la franc-maçonnerie, en l'occurrence de la GLNF, le paquet, a accepté de rendre ce petit service et de sauver la pompe à finance Elf pour le compte de ses camarades. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Donc on peut déraper. Après le dernier chapitre du livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est carrément le dérapage sommital. Ça raconte l'affaire Athanor. L'affaire Athanor, c'est l'histoire d'un policier des renseignements généraux. C'est hallucinant, ça. Qui prend sa retraite, qui a jamais été un foudre de guerre, jamais été quelqu'un d'exceptionnel, mais qui a travaillé quand même. Qui a fait sa carrière. Toute sa carrière en renseignements généraux. D'accord. Et c'est un petit bonhomme comme ça qui paye pas de mine et il va se retrouver dans sa loge qui s'appelle la loge Athanor. Il va se retrouver pris. C'est GNF, non, c'est Grand Orient. À l'époque, c'était GLNF et ensuite c'est devenu, ça a été rattaché à la GLAMF, une troisième obédience. Mais donc, toujours est-il que dans cette loge Athanor, il se fait approcher par un de ses frères qui se trouve être très impliqué dans l'affaire de coach, de coaching, etc., qui a beaucoup de contacts dans les milieux d'affaires, et ils se mettent à rendre des services, à accepter des missions qui en gros reviennent à aller intimider un tel, à aller voler le sac à main d'une telle, à aller pour déstabiliser des gens. Donc ils se mettent à faire des petites missions comme ça, moyennant finance. Et lui, des missions de voyous, ça s'appelle des missions de voyous. Ah, des missions de voyous. Et lui, l'ancien policier, là, il se prend un peu pour je sais pas qui, pour Superman, et tout d'un coup, il y a toutes ces limites, toutes ces barrières qui tombent, et il se met à recruter des petits gardes-barrières de la DGSE à qui il confie des missions en leur faisant croire qu'il s'agit d'aller lutter contre le Mossad, etc. Eux, ils y croient, ils voient la promotion, etc. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Il s'agit de servir des intérêts privés. Et à un moment donné, une patrouille de police va démasquer, va interpeller deux de ces individus dans un immeuble de la région parisienne, au pied d'un immeuble, dans une voiture avec des cagoules et des armes sur la main, des armes sur les genoux, et ils s'apprêtaient probablement à aller tuer quelqu'un pour le compte de ce commanditaire-là. Et en creusant, donc là, la loge explose, l'affaire explose, tout le monde est démasqué, ils nient longtemps, puis après ils sont confondus par les faits. Et là, on remonte quand même jusqu'à au moins un assassinat. Un vrai assassinat, c'est-à-dire qu'en gros on a éliminé quelqu'un qui avait pas remboursé une autre personne. Ces personnes s'étaient plaintes, on avait fait appel à la petite loge. Donc c'était une espèce d'officine qui était capable, en gros, d'assumer toutes sortes de missions ça peut déraper parallèles. Très, très, très donc là c'est l'extrême, l'extrême. Évidemment, tous les policiers. Là je termine là-dessus pour montrer jusqu'où ça peut aller. J'appelle ça les loges folles, d'ailleurs, ce chapitre, parce que c'est vraiment de la folie. Il n'y a pas eu Frédéric Ploquin, en fait, vous avez regardé tout ça, mais c'est très difficile. Comment résister à la tentation ? Heureusement, il y a beaucoup de gens honnêtes, et ne généralisons jamais, bien sûr, que ce soit dans n'importe quelle profession. Mais ça doit être assez dur quand il y a un pouvoir, effectivement un pouvoir, et qu'on sait certaines choses, de résister à la tentation
soit de monnayer, soit de dire oui, mais je veux bien avancer dans ma carrière à condition que, etc., etc. Enfin, il y a toutes les histoires. Ça date de 10 000 ans. Le pouvoir, l'ambition, l'envie, le lucre, etc. Bah, écoutez, oui, il y a des personnes qui sont plus ou moins structurées, qui ont plus ou moins des barrières personnelles solides et qui résistent ou qui résistent pas à l'appât du gain, du luxe. Il y a un certain nombre de grands flics qui sont tombés parce qu'ils aimaient les beaux costumes, les belles voitures et qu'ils avaient la cinquantaine et qui regrettaient le temps où ils étaient approchés par des minettes et qui se laissaient donc convaincre par des voyous d'accepter la bonne compagnie. Ouais. Ça existe. On a des profils comme ça. Bien sûr. Et puis vous avez aussi une autre forme de corruption, de dérapage pas forcément prévisible, où vous servez un homme politique parce que vous le vénérez, parce que je pense à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a créé des fidélités inouïes dans la police, et je crois qu'il y a un certain nombre de policiers qui étaient prêts à tout pour lui. Sauf que donc il a créé son écurie, lui il a monté, il a créé... Les 3 mousquetaires dont vous parlez, Guéant et... Absolument, il a créé son écurie en s'appuyant sur Charles Pasqua, qui lui a légué ses premiers contacts, donc effectivement Gaudin, Guéant, etc. Et force est de constater que ces personnes l'ont servi totalement aveuglément, jusqu'à être mis en examen eux aussi, et à se retrouver aux portes de la prison. Donc c'est possible aussi que l'aveuglement, que la fidélité à un homme politique peut aller jusque-là se termine mal. Et la plupart, malheureusement, pas tous, mais la plupart de ceux qui ont servi vraiment Nicolas Sarkozy dans sa conquête de pouvoir en tant que flic, d'abord au ministère de l'Intérieur, puis ensuite quand il est parti à l'Élysée, la plupart ont fini malheureusement pour eux mis en examen et pour certains incarcérés, et d'autres vont être encore jugés. Parce que voilà, la barrière... Ça vous dit que c'est plutôt la fidélité, l'adoration, enfin... Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle les écuries politiques, mais ça peut aller très très loin. Je veux dire, vous pouvez servir jusqu'à au-delà du nécessaire, et au-delà même, en l'occurrence, au-delà de la loi, si on en croit, les mises en examen des uns et des autres. Et alors justement, enfin, je dis, c'est un voyage, vraiment, je vous recommande, c'est un voyage à travers, effectivement, tous ceux qui se sont succédés, en tout cas à travers la hiérarchie de la place Beauvau, etc. Il y a quelque chose, alors oui, vous parlez de la sex connection, vous en avez affleuré un peu. C'est quoi plus la sex connection? C'est quoi? C'est une manière de... C'est-à-dire, promotion, on attire par les jolies filles ou par les, etc. Exactement, mais là, c'est l'histoire d'un grand flic qui a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune flic qui était en poste dans un bureau pas très loin de lui, qui était à l'époque, qui avait le grade d'officier, qui rêvait d'être commissaire de police. Il va complètement déraper par aveuglement, par amour, puisque fou d'amour, il va lui dire mais ça tombe bien. En gros, l'histoire c'est ça tombe bien, ma chérie, c'est moi qui préside le jury des commissaires de police, donc si tu veux, je peux peut-être te donner les sujets. C'est ça l'histoire. Il va lui donner, il va l'aider, il va la coacher, mais il va faire plus que la coacher. Il aurait pu la coacher simplement, mais il va faire plus que ça. Et donc à partir de là, ça va être démasqué parce que la policière en question, il se trouve qu'elle a des frères qui habitent dans le nord de la France, qui ont des ennuis avec la justice pour des histoires de trafic de stupes, donc il y a des écoutes. Et là, on l'entend dire mais moi je vais être commissaire de toute façon. Bon bref, ça déclenche une affaire inouïe finalement, et ce grand flic va tomber de son piédestal. C'était lui qui avait en charge la réforme de la police judiciaire, excusez-moi du peu, et voilà, il commet cette erreur majeure, il commet cette bourde majeure, et il va se retrouver aux portes de la justice, en tout cas il va perdre son poste, le jury, le concours même des commissaires va être annulé, ils vont tous être obligés de le repasser, enfin ça va aller très loin. Non mais c'est assez dingue. Alors justement, on arrive au stade, aujourd'hui on est en 2023, comme chacun sait, c'est pas un scoop. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup de la police, et moi, je voudrais justement là qu'on sorte peut-être des hiérarchies et qu'on parle de l'état de la police aujourd'hui, Frédéric Ploquin, que vous connaissez, c'est-à-dire, il y a quelque chose de frappant, en 2015, après le Bataclan, après Charlie Hebdo, tout ça, on applaudissait la police. Aujourd'hui, vous avez effectivement une France qui dit tout le monde adore la police, et une France qui dit tout le monde est la police, all cops are bastards, etc. Les clivages n'ont jamais été aussi forts, ça on le sait, et votre livre est un miroir, de cette France policière, mais comment c'est vécu aujourd'hui? Et on a l'impression,
parce que nous avons eu beaucoup de témoignages de policiers ici, à Berkov, dans tous ces États, Sud Radio, etc. Et vous avez la base qui dit oui, mais la hiérarchie, ils en ont rien à foutre de nous. Et pour être un peu vulgaire, mais et ils ne s'occupent pas de nous, ils s'occupent de leur avancement. C'est tout ce qui les intéresse, c'est leur plan de carrière. Et nous, justement, comme vous disiez, on est seuls. Il faut qu'on rase les murs, et nos enfants, nos femmes, etc. Et vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis les suicides de policiers, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de basculement où on a l'impression que la police, en tout cas aux yeux d'un certain nombre de gens dans les banlieues ou ailleurs, dans les cités, est devenu un clan qu'il faut combattre comme un autre, un clan? Ça dépend du quel point de vue on se place, mais effectivement, dans certaines cités, on considère que le policier, c'est la bande adverse, ça c'est clair aujourd'hui. Et malheureusement, l'État, on voit souvent dans ces quartiers les plus difficiles des policiers sortis d'école qui sont extrêmement jeunes, qui sont à peine plus vieux que ceux qui sont en face. On n'en voit pas des gens formés, quoi. Voilà, c'est ça. C'est parce que c'est les postes, c'est pas forcément les postes les plus courus. Je veux dire, au bout de 10 ans, dans ces banlieues difficiles, vous avez envie d'en partir, vous avez envie de regagner votre région d'origine, donc vous partez et vous êtes remplacé par des très jeunes. Et donc vous avez beaucoup de très jeunes policiers dans ces services très exposés, qui n'ont pas forcément été formés et qui se retrouvent tout de suite tutoyés par la bande adverse, qui les considère effectivement comme une bande adverse. Et c'est extrêmement compliqué pour eux de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que ils sont là pour représenter la République, ils sont pas là pour combattre au quotidien bande contre bande. C'est pas le but du jeu. Mais ils sont attirés vers le bas par ceux d'en face. Donc il y a ce problème-là. Ensuite, effectivement, quand il y a des périodes où le maintien de l'ordre est très difficile, vous avez à chaque fois qui ressort les fameux black blocs, enfin les gens qui en gros font profession, n'existent que par la haine anti-flic, enfin qui sont structurés par la haine anti-flic. Cette haine, elle existe aussi, il faut y faire face. Vous avez à côté de ça, vous avez raison de le pointer, une certaine hiérarchie qui se désintéresse de ce qui se passe sur le terrain, qui connaît plus forcément ses hommes, qui va plus faire la revue de troupes, et qui est enfermé dans son bureau pour faire des statistiques et des camemberts pour satisfaire le préfet, qui doit satisfaire lui-même le ministre. Enfin, il y a une espèce de spirale infernale. Et finalement, en bas de l'échelle, ce qui me frappe le plus, moi, quand je discute, parce que je discute évidemment beaucoup avec les policiers, c'est plus une perte de sens. C'est finalement, c'est quoi le métier qu'on fait, comment on va le faire. C'est pas une question de moyens, mais surtout à quoi on sert. Et cette perte de sens, elle se traduit effectivement notamment par des démissions, elle se traduit par des suicides, 20, 30 par an, bon an, mal an. Et c'est là où et les loges franc-maçonnes et les syndicats, j'y reviens, sont utiles. C'est que ce sont les édredons, ce sont les endroits où on peut, les amortisseurs de cette perte de sens. C'est peut-être l'endroit où on peut se ressourcer, où on peut essayer parce que mettez-vous à leur place. Hein, je sais pas si vous tiendriez, mais moi non plus, dans un commissariat, aller tous les jours ramasser la lie de la société à la petite cuillère sans savoir qui va aller vider la poubelle. C'est un peu ça l'histoire. C'est compliqué. On va en parler juste après cette dernière petite pause, et puis on va essayer de tirer, non pas la morale, mais les enseignements de ce que ça dit sur la France. Et puis on prendra vos réactions au 0826 300 300 et vos questions sur le Facebook Live et sur YouTube. À tout de suite sur Sud Radio. France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Frédéric Ploquin, la police dans tous ses états, les réseaux secrets de la police, un livre très 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 bien documenté, mais ce n'est pas par hasard, parlant de Frédéric Ploquin, il connaît la musique. Justement, il y a beaucoup de questions sur le Facebook Live, Esteban. Oui, on a une question de Marie-Josée, Frédéric, qui vous demande, dans une loge maçonnique, où va votre fidélité lorsque les serments de la franc-maçonnerie et de la République s'affrontent quand vous êtes policier? La première chose qu'on pourrait lui répondre, c'est que l'idée républicaine est née dans la franc-maçonnerie. Donc ça c'est une base, il faut le savoir. Je veux dire, la République française a été portée au début par la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est la première chose. Donc à partir de là, quand vous rentrez en franc-maçonnerie, c'est pas quelque chose qui est contraire aux lois de la République. Au contraire, c'est même là où vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le métier de policier, etc.
Cela dit, une fois que vous avez dit ça, au sein des loges, le problème que je soulevais tout à l'heure est bien réel, c'est qu'à un moment donné, vous avez un grand maître, vous avez un chef, c'est très hiérarchisé. Et si celui qui est au-dessus de vous demande quelque chose ou vous donne un ordre, ça va peut-être être à un moment difficile de répondre défavorablement à cette demande, qui peut se retrouver en contradiction avec une autre demande qui viendrait de votre hiérarchie policière. Donc effectivement, les conflits d'intérêts sont, à mon avis, légion, et seuls les plus solides y résistent. Oui, parce que ce qu'elle dit, je pense que notre auditrice, aussi par rapport à la République, c'est que quelquefois, effectivement, on apprend la République, mais quelquefois les intérêts de la République, de la collectivité, sont en contradiction avec certains intérêts. C'est ça le problème, c'est quand les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt collectif et que vous allez répondre à une demande individuelle, au détriment peut-être de la loi, du secret, c'est surtout ça, du secret, je veux dire, parce que vous êtes tenu au secret quand vous êtes policier. Donc si vous oubliez ce secret, ça peut vous pousser à la faute. Je crois que nous avons un auditeur. Il y a une autre question peut-être plus personnelle sur Frédéric. Est-ce que vous avez infiltré une loge pour votre enquête? Alors on peut dire que j'infiltre la police depuis 40 ans. On peut dire que je connais des centaines et des centaines de policiers, que je peux vérifier mes informations, que j'ai effectivement approché pratiquement tous les patrons de la fraternelle de la police depuis 40 ans, et que pour faire ce livre, j'ai été reçu, effectivement. Je n'ai pas infiltré au sens où je me suis pas caché. D'ailleurs, je peux pas me cacher, ils me connaissent tous. Donc je peux pas infiltrer. Moi, je peux plus faire de l'infiltration. Je suis trop identifié par les policiers. Mais en revanche, je suis allé au contact, je suis allé dans ces loges pour comprendre comment ça fonctionnait. Et je suis surtout allé faire parler des francs-maçons. D'où l'intérêt du livre. On a Loïc qui nous appelle de Lourdes au 0826 300 300. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour votre invité. J'ai deux petites questions en fait. Allez-y, rapidement, Loïc, allez-y. Ouais, comme vous le dites, la franc-maçonnerie est très hiérarchisée, tout comme la police. Du coup, comment les policiers intègres peuvent-ils faire leur travail contre ces hiérarchies qui sont dessus les lois? Et on sait qu'il y a beaucoup de démissions et même de suicides dans la police. Elles se lient avec leur incapacité à enquêter librement, comme par exemple sur le trafic d'enfants. Alors, pour la première question, effectivement, la hiérarchie fait partie de la culture des policiers. Donc, ils ont aucun mal ils se retrouvent chez eux en franc-maçonnerie. Après, c'est à eux de jongler entre les deux hiérarchies. Et parfois, c'est compliqué, surtout quand elles se croisent. Moi, j'ai connu un brigadier chef qui était en fonction à la préfecture de police de Paris, figurez-vous. Il était totalement inamovible. C'était le secrétaire du directeur de la sécurité publique de tous les policiers en uniforme de Paris. Sauf que, il lui était supérieur en maçonnerie. Ah ouais. Et oui, et donc ça crée effectivement en permanence des difficultés. Des après les difficultés d'enquête dont vous parlez, il faudrait qu'on rentre dans les détails, mais a priori, c'est à partir du moment où la justice commande une enquête, les policiers sont là pour obéir au juge. D'ailleurs, ils travaillent en enquête de police judiciaire sous les ordres d'un juge d'instruction. En tout cas, ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce livre, c'est que ça donne un miroir de la française. C'est Jean Cocteau qui disait les miroirs qui réfléchissent. Et l'état de la police, c'est ce que vous racontez effectivement, les rapports de la police avec la politique, les rapports de la police en conflit d'intérêts. C'est en ça que c'est tout à fait passionnant. Vous n'avez pas fait un livre blanc et noir, vous avez fait un livre effectivement comme est la réalité. La réalité, elle est nuance, elle est complexe. Mais j'ai beaucoup de respect pour le métier de policier, donc effectivement, je fais ces enquêtes avec respect. Merci Frédéric Ploquin. Merci à vous de m'avoir invité et bon après-midi. Merci Frédéric Ploquin d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Les réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Demain, vous retrouverez Alexis Poulain entre midi et 13h. André, vous revenez demain pour la culture dans tous ses états. Vous recevez Laurent Firod, je crois, le réalisateur du film magnifique. Le Monde d'après. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye. Bon après-midi sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.